Bonjour à tous, ici Paul-Hélène Aponceau pour un nouveau podcast. Et aujourd'hui, on va vous parler des subtilités des entités. Et on va voir comment les entités nous manipulent subtilement, comment elles imitent nos croyances, nos pensées et comment distinguer la manipulation et de ce qui est authentique. Alors sachez également que dimanche 28 juillet 2024, on organise une visite guidée, conférence en plein air. Et le rendez-vous, c'est au métro Buttes-Chaumont à Paris. Donc pourquoi Buttes-Chaumont? Parce que tout le périmètre de la Seine est difficile d'accès. Ensuite, parce que les Buttes-Chaumont sont un lieu où il y avait des carrières de gypse. Or, le thème de la conférence Visite guidée en plein air, ça va être justement la fausse lumière et également la terre creuse. Donc ça va être une conférence absolument inédite, très intéressante. On parlera aussi de symbolisme, on fera une analyse de l'actualité. Donc si ça vous intéresse de venir, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. On mettra le lien vers notre adresse mail juste en dessous de ce podcast. Et on voulait vous annoncer qu'on organise une conférence le samedi 3 août 2024 à Paris 14e au Café d'Orléans. Donc, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. C'est de midi à 18h, bien évidemment, avec des pauses, avec du temps pour des questions, pour des réponses. N'hésitez pas vraiment à vous inscrire. Et cette conférence portera sur les mystères de la Terre. Donc là, on parlera des mystères de ce qui se passe en Antarctique. On parlera aussi de cette notion de mur de glace. On parlera de notions comme la Tartaria. On parlera de civilisation parallèle, d'humanité parallèle, d'animaux mystérieux, de bases souterraines. Donc un petit peu tout ce qui concerne les mystères de la Terre. Et sachez que le samedi 24 août, de 18h à 22h, j'organise un webinaire en direct sur le jeu vampirique des archontes. Alors, c'est pas sur le vampirisme psychique, ça a déjà été traité, c'est sur le jeu vampirique des archontes. C'est quelque chose, c'est un concept absolument nouveau. Et on regardera dans ce webinaire. Ça concerne le jeu et le vampirisme. Ça concerne le jeu et le vampirisme, c'est lié. Et on verra dans le webinaire comment les entités non humaines jouent avec nous, comment elles nous utilisent comme des pions. Donc on parlera de notions comme le destin, on parlera de notions comme le karma et le chemin de vie qui sont tronqués par les entités non humaines. On verra que tout cela fait partie d'un énorme jeu et que ce jeu continue dans notre vie avec des phénomènes abominables comme le ciblage en réseau. On verra aussi que les entités, au-delà dans les abductions par exemple, au-delà d'un plan très précis qui est l'hybridation, qui est aussi lié au vampirisme psychique, les entités jouent un jeu pervers avec les abductés, avec leurs croyances, avec le programme du faux sauveur externe. Et on verra que ce jeu des entités sans âme, qui avait été compris par les Grecs anciens, se retrouve absolument partout dans le quotidien. Mais ce jeu, tu vas donner également des pistes pour essayer de contourner ce jeu. Bien évidemment, bien évidemment. Parce qu'il y a aussi des sorties. Exactement. Et ça, c'est très très important. Justement, il y a bien évidemment des sorties, il y a des pistes pour vibrer au-delà du jeu. Et on parlera de tout ça dans le webinaire. Donc, pour vous inscrire au webinaire, on mettra un lien juste en dessous de ce podcast. Et le lien mène donc vers
vers toute une procédure à faire pour vous inscrire au webinaire. C'est extrêmement simple. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Et c'est un webinaire qui est vraiment à 10 € et qui dure 4 heures. 5. Mais prévoyez 1 voire 2 heures de plus parce que comme c'est un webinaire en direct, il y a beaucoup d'échanges et de questions très pertinentes. Absolument. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, que ce soit pour la visite guidée conférence ou pour la conférence en présentiel à Paris ou pour le webinaire et pourquoi pas pour tous les trois. Donc, comme c'est des thèmes super intéressants, on va aujourd'hui, Paul, parler d'un thème qui m'intéresse particulièrement, c'est les subtilités des entités sans âme. Ça, je pense qu'il faut vraiment beaucoup étudier parce que c'est très difficile à discerner finalement. Oui, parce que ces entités sont des entités manipulatrices. Elles sont capables de modifier leur apparence pour nous apparaître comme des anges, comme des maîtres ascensionnés ou bien encore comme des soi-disant frères de l'espace. Elles sont aussi capables d'imiter nos pensées. Et ça, c'est quelque chose qui va extrêmement loin. Elles sont capables même d'imiter les synchronicités et de modifier la réalité. Donc, déjà, la première chose, c'est que ces entités sont capables d'imiter nos pensées, mais vraiment oui, ça c'est vraiment quelque chose qui arrive à tout le monde parce que moi, ça m'est déjà arrivé où je pensais que c'était mes pensées et c'était complètement pas mes pensées. Mais ça arrive à tout le monde. Du reste, selon Jerry Marzinsky, la plupart des pensées qu'on émet dans le quotidien ne sont pas les nôtres. Alors, il y a des pensées qui sont positives, qui viennent du moi supérieur, d'être de la vraie lumière, qui viennent de la conscience, mais énormément de nos pensées vont venir du subconscient, des différents égrégores, des différents programmes. Ça, c'est encore une chose. Et d'autres vont venir d'entités non humaines, d'entités sans âme qui vont imiter nos pensées. Et ces entités sont, selon Marzinsky, derrière la quasi-totalité de nos pensées négatives. Et pourquoi? Parce que le cerveau n'est pas fait pour traiter les pensées négatives. Parce que la science moderne démontre que les pensées viennent d'en dehors du cerveau et que le cerveau, en fait, il traite les pensées. Donc, quand il y a des images IRM qui s'éclairent quand on pense à telle ou telle chose, en fait, c'est pas la zone du cerveau qui s'éclaire qui crée les pensées, c'est la zone du cerveau qui va, disons, organiser les pensées. C'est la zone du cerveau, oui, qui organise les pensées, qui va traiter les pensées. Mais les pensées proviennent de l'extérieur. Et beaucoup de neurobiologistes commencent à arriver vraiment à cette conclusion que les anciens connaissaient du reste depuis très longtemps. Donc, les pensées, notre cerveau n'est pas configuré pour traiter des pensées négatives, particulièrement des pensées négatives par rapport à nous-mêmes. Et selon Jerry Marzinsky, toutes les pensées négatives sont issues d'entités non humaines qui parasitent nos pensées. Est-ce que ça peut nous arriver que on pense d'être conscient et par ce biais-là, elle nous envoie plein de pensées, fausses pensées, bien évidemment. Je vais justement y revenir. Elles envoient des pensées négatives. Par exemple, quelqu'un qui va commencer un nouveau travail, tout est prêt, il a été accepté et tout, et au dernier moment, il va avoir une pensée, tu n'es pas capable de le faire.
Parfois, les pensées sont tellement pressantes que la personne ne va carrément pas à son nouveau travail. C'est ce qui était arrivé plusieurs fois à Sherry Swiney, la co-auteure de Jerry Marzinsky. Parfois, les entités vont envoyer des pensées carrément négatives. Un jour, Jerry Marzinsky était en train de couper des cactus dans son jardin parce qu'il est en Arizona et les cactus poussent comme de l'herbe. Et son petit chien passe. Et Jerry Marzinsky a la pensée de découper son chien. Donc c'était absolument affreux. Donc là, il a compris ensuite que la pensée ne venait pas de lui. Et puis il y a des pensées qui sont beaucoup plus subtiles, qui sont des pensées qui paraissent positives, mais qui en fait vont nous mener dans des voies de garage. C'est comme toi, tu étais au Portugal et tu as décidé sur un coup de tête de tout quitter et après tu as galéré pendant des années et des années. Absolument. J'avais tout ce qu'il fallait là-bas et d'un coup, je me suis dit pourquoi pas partir et voilà. Il y a le cas d'une personne qu'on connaît qui a eu les mêmes choses, qui a quitté Venise, qui s'est retrouvée à galérer en Belgique. Et pour moi, ce genre de pensée, c'est vraiment des pensées intrusives qui sont liées à des entités non humaines et ces pensées mènent dans des voies de garage. Alors comment ça se fait qu'il y a ces pensées? Les entités sont de nature physique, elles séjournent dans les interunivers, on les appelle les démons, les djinns, les archontes, les reptiliens, peu importe, mais elles peuvent se matérialiser physiquement dans notre réalité parce que les abductions sont physiques. Elles peuvent aussi se matérialiser en astral et au niveau du corps éthérique et elles peuvent provoquer des maladies et elles peuvent aussi s'inclure dans la réalité. Comme on pourra d'ici 10 ans, et c'est cauchemardesque, inclure notre conscience dans une simulation. Et le fait que les entités s'incluent dans cette réalité, qui fonctionne comme une simulation, ça explique des synchronicités artificielles, des choses comme ça. Et elles peuvent aussi, par leur technologie, manipuler nos pensées à distance, à partir des interunivers et tout ça. Et maintenant, en plus des entités, il y a les intelligences artificielles qui imitent nos pensées. Alors, il y a ces pensées ces pensées carrément négatives qui bloquent, qui détruisent. Il y a des pensées qui paraissent positives mais qui mènent dans des voies de garage et ça peut aller vraiment très loin jusqu'à la destruction de la personne. Et puis, il y a des pensées qui viennent des entités, qui s'inspirent des pensées de la personne et on les retrouve dans les programmations prédictives. Par exemple, pour l'incendie de Notre-Dame en 2019, Victor Hugo, dans son roman Notre-Dame de Paris, qu'il avait écrit, si ma mémoire est bonne, en 1831, il y a toute une programmation prédictive de cet événement. Et pour moi, Victor Hugo a eu son inspiration court-circuitée par des entités qui ont imité sa pensée et qui l'ont utilisée pour focaliser l'attention des masses sur Notre-Dame pour diverses raisons, à cause des vortex en dessous de la cathédrale, à cause de la localisation, c'est sur une île et l'eau symboliquement est liée à des vortex, et aussi pour qu'il fasse une programmation prédictive de l'incendie de Notre-Dame qui était prévu dans le plan des entités sans âme. Donc, il y a ce court-circuitage de l'inspiration artistique. Mais il y a d'autres pensées intrusives qui ne paraissent pas intrusives mais qui sont terribles. C'est les pensées où les gens... C'est très subtil. Et beaucoup de personnes vont penser être conscients alors qu'ils ne sont pas conscients. Alors, il y en a énormément. Il y en a dans le New Age, il y en a dans le domaine de la recherche de vérité, et tout ça, il y en a énormément. Et ils disent, je suis conscient, alors que personne n'est conscient, surtout en Occident.
euh, même nous qui donnons cette information, on est loin d'être conscient. Ça, c'est clair, c'est net et c'est précis. Beaucoup de gens qui disent, moi, je suis totalement conscient, je suis éveillé, c'est qu'il y a un problème. Pendant longtemps, j'ai pensé que ces gens étaient victimes de leur ego, ce qu'on appelle l'ego spirituel, des égrégores liés au New Age et tout ça. Et ça existe, mais je pense que beaucoup de ces personnes sont certes victimes, entre guillemets, de ces égrégores et de l'ego spirituel, mais sont aussi victimes de pensées intrusives Et qui quel leur est font le rôle croire. de la fausse lumière là-dedans, Les finalement? pensées intrusives, c'est la fausse lumière, Mhm. parce qu'une pensée, une vraie pensée, ça vient du moi supérieur, ça vient de notre part supérieure, donc c'est quelque chose qui est lumineux, quelque chose qui est beau, et ça, c'est quelque part nos pensées qui sont déployées. Mais beaucoup de personnes qui disent je suis éveillé sont certes pris dans des égrégores New Age, mais je pense qu'il y a un cran au-dessus de ça. Je pense qu'il y a des entités qui littéralement leur donnent cette pensée. Et les entités vont imiter l'intonation de la pensée, les entités vont imiter jusqu'à jusqu'à la voix de la personne dans les pensées, parce que quand on pense, on entend parfois notre voix et tout ça, ça va très loin, ça imite quasiment parfaitement la pensée. C'est comme, il y a des imitations, par exemple, de Van Gogh, à part si on est un expert, on ne peut pas distinguer une imitation de Van Gogh d'un vrai Van Gogh. Il y a des imitations de la Joconde qui sont indistinguables du vrai tableau, sauf si on est un expert. Et là, c'est pareil, ces entités sont des faussaires, des imitateurs, et nos, elles imitent nos pensées, elles imitent même notre intuition. Et plusieurs fois, j'ai eu des intuitions que je croyais venir de moi, et après je me suis rendu compte que ces intuitions n'aboutissaient à rien. Et en fait, c'est c'est typique des entités non humaines. Elles donnent une intuition, elles donnent une pensée qui n'aboutit à rien. Et beaucoup de personnes qui se disent éveillées et qui le proclament sur tous les toits sont en fait court-circuitées par les entités non humaines. Et c'est le phénomène des pensées intrusives. Mais c'est vraiment subtil parce que c'est presque indistinguable de nos pensées. Et c'est pour ça qu'il y a tout un travail de connaissance de soi à faire, d'écoute de soi pour écouter nos pensées, savoir comment distinguer les pensées qui viennent de nous et les pensées qui sont extérieures à nous. Et c'est 99% de nos pensées qui sont extérieures selon Marzinski. Moi, je suis peut-être un petit peu plus optimiste que lui, je dirais 95%, mais il y a une grande partie de pensées qui sont extérieures à nous. Et beaucoup des pensées extérieures viennent de ces entités non humaines. C'est un petit peu comme des personnes que j'ai pu entendre qui disaient qu'ils n'étaient pas dans le faux sauveur. Or, ces personnes-là étaient dans un faux sauveur. Comment tu expliques ça? Oui, beaucoup de personnes disent qu'ils ne sont pas dans le programme du faux sauveur, mais en fait, quand on les entend parler, ils sont dans le programme du faux sauveur. Et là, c'est typique vraiment du court-circuitage aussi des pensées et tout ça, même du court-circuitage de leur discernement par les entités non humaines. C'est comme par exemple des gens vont dire ah de toute manière il n'y a pas de faux sauveur externe, mais on va ascensionner ou le système de contrôle est terminé et tout ça. Or, l'ascension, personne n'ascensionnera, on pourra modifier cette réalité par nos pouvoirs créateurs, mais c'est différent d'ascensionner. Ça, c'est pas du tout la même chose. L'ascension, c'est un concept New Age. Et deuxièmement, quand les gens commencent à dire que le système de contrôle est en train de se terminer, il suffit de regarder autour pour voir que ce n'est pas le cas. Le système de contrôle se terminera quand
on utilisera nos pouvoirs créateurs pour créer une réalité individuelle et collective qui vibre au-delà des entités non humaines. Et heureusement, il y a des gens qui commencent à faire ça, mais c'est malheureusement minoritaire. Mais ça vient des égrégores New Age et tout ça qui sont là, qui sont abominables et qui sont d'ailleurs liés aux entités non humaines, mais ça vient énormément aussi du parasitage de nos pensées et de nos perceptions par les entités non humaines. Et beaucoup de capacités psychiques, par exemple comme la clairvoyance, il y a des gens qui ont une clairvoyance authentique qui est liée à leur pouvoir psychique organique, mais beaucoup de flashs de voyance sont liés à des manipulations d'entités non humaines. Pourquoi? Parce que les entités ont créé ou généré le temps, parce qu'elles ne créent pas, mais on va dire généré par leur technologie, le temps tel qu'on le connaît. C'est une de leurs technologies pour manipuler. Donc, elles sont au-delà du temps, donc elles peuvent voir les événements futurs. Donc, parfois, elles vont donner des événements futurs à quelqu'un sous forme de flash, de voyance, de clairvoyance, de clairaudience et tout cela. Et la personne va penser qu'il a des dons de voyance et ces dons de voyance vont lui être donnés par les entités sans âme, puis après elles vont retirer les dons de voyance d'un coup, qui sont en fait liés à leur technologie, et là la personne va tomber et les entités sans âme jouent à détruire les gens. Il y a aussi les personnes qui se sentent envahies ou qui ressentent des vibrations. Tu ne trouves pas ça étrange, une réaction étrange? Oui, oui, il y a des gens qui disent par exemple quand ils voient une entité qui se présente comme une entité extraterrestre, comme un frère de l'espace, moi je me suis senti envahi d'amour, donc c'est authentique et tout ça. Mais les entités non humaines peuvent imiter le vrai amour. Là, l'imitation est bien évidemment une mauvaise imitation, mais ça suffit pour leurrer les gens. Et le vrai amour n'envahit pas. Le vrai amour est là. Quand quelqu'un se sent envahi par quelque chose, c'est vraiment qu'il y a ce travail de sape des entités. C'est vraiment lié à la fausse lumière. Et les entités sont aussi capables d'imiter les synchronicités. Par exemple, il y a des synchronicités qui sont des synchronicités naturelles, qui viennent justement, qui viennent, qui viennent justement de la source de notre moi supérieur et tout ça. Et si on suit ces synchronicités, on, on élève notre vibration, on évolue vraiment, mais il y a des synchronicités qui sont liées aux technologies des entités sans âme, qui sont capables de manipuler la réalité pour créer des synchronicités artificielles. Et là, si c'est une synchronicité artificielle, elle est là pour détruire la personne. Par exemple, David Icke, donc le chercheur anglais, a été un jour victime d'une de ces synchronicités artificielles. Il avait consulté une clairvoyante qui lui avait dit qu'il irait à tel ou tel hôtel et qu'il rencontrerait telle ou telle femme. Donc c'est entre voyance et synchronicité, une femme américaine et tout ça habillée de telle ou telle façon, peu importe. Il se trouve qu'il est allé à cet hôtel alors qu'il ne devait pas y aller, qu'il a rencontré une dame américaine qui correspondait à la description de la voyance, de la voyante, mais que la couleur de la robe était différente. Enfin, ça collait à 90%. Et cette voyante lui avait dit que cette dame serait l'élu de son cœur, autrement dit. Et Ike a pensé que ça allait être l'élu de son cœur, et en fait,
cette personne a vraiment tenté de le détruire. Heureusement qu'il s'en est sorti et tout ça. Donc on voit très bien que c'est un mélange de clairvoyance tronquée, de synchronicité artificielle qui a été vraiment faite pour, détruire David Icke. Heureusement qu'il s'en est sorti. Il y a il y a beaucoup de personnes ciblées aussi qui vont avoir ces synchronicités artificielles parce que les entités non humaines vont manipuler la réalité autour des personnes ciblées. Et les personnes ciblées vont parfois ne pas distinguer entre synchronicité artificielle et synchronicité naturelle qui viennent de la source. Et les synchronicités artificielles viennent des entités non humaines pour conduire dans des voies de garage parce qu'elles manipulent vraiment elles manipulent la réalité par leur technologie. Absolument, elle manipule aussi par rapport aux croyances, parce que quelqu'un, par exemple, qui aime beaucoup les chats, elles peuvent se transformer en chat. Ah, ça c'est clair. Par exemple, il y a des gens qui aiment beaucoup, il y a des gens qui aiment beaucoup effectivement la cryptozoologie et tout ça. Et les entités vont prendre la forme d'animaux mystérieux. Par exemple, notamment en Angleterre, il y a des personnes qui vont aller rechercher des chats mystérieux parce qu'en Angleterre, il y a une énigme cryptozoologique qui est absolument réelle, c'est qu'il y a des félins mystérieux. Il y a une population de lynx, de pumas et probablement aussi de lions préhistoriques qui a survécu depuis la préhistoire, selon la chercheuse Di Frances et selon de nombreux témoins. Pourquoi? Parce que il y a des endroits très reculés d'Angleterre où des animaux ont pu survivre depuis la préhistoire, ça c'est clair, net et précis. Il y a aussi des pumas et des panthères qui ont été relâchés parce qu'en Angleterre, notamment, les grands félins étaient la mode dans les années 70. Or, à partir des années 70, les grands félins ont été interdits pour des raisons évidentes. Donc, beaucoup de personnes, au lieu de rapporter leurs grands félins aux zoos et tout ça, les ont relâchés dans la nature. Et comme c'était à la mode en Angleterre, il y a eu beaucoup de pumas relâchés dans la nature. Ces pumas ont réussi à se reproduire et des gens vont voir ces pumas et aussi des créatures vraiment cryptozoologiques comme des lions préhistoriques, notamment en Écosse. Et ça se comprend parce que c'est très isolé, contrairement à ce que les gens peuvent penser. Donc si une personne voit ces animaux mystérieux, qui sont des animaux authentiques, qui existent réellement, elle va être émerveillée. Mais les entités sans âme vont justement jouer avec ça, et il y a des personnes qui enquêtent sur les chats mystérieux, sur les entités, sur les chats mystérieux, c'est passionnant, qui vont voir des chats mystérieux, mais ce ne sont pas des chats mystérieux authentiques, c'est des entités sans âme qui se font passer pour des chats mystérieux. Et une chercheuse anglaise, Mary Harpur, a montré que dans certains cas, les chats mystérieux avaient le même comportement que les djinns, que les entités sans âme, qui avaient des conséquences après que les personnes aient vu ces chats mystérieux. Donc il y avait tout un syndrome du contacté, des gens tombaient malades et tout ça était vampirisé, perdaient leur travail, leur famille et tout, après avoir vu des chats mystérieux. Pourquoi? Parce que les gens qui tombent malades et tout ça, après avoir vu ces félins mystérieux, n'ont pas vu un félin mystérieux, ils ont vu une entité sans âme qui s'est fait passer pour un félin mystérieux.
Et D'où l'importance d'être au courant de cette information, de toutes ces de informations toutes ces informations pour vraiment distinguer. pour distinguer et justement pour que ça soit atténué. Et c'est très subtil parce que Ouais. comme ces entités sont physiques, elles vont laisser des empreintes dans le sol et tout ça quand elles prennent la forme de félins mystérieux. De félins mystérieux, c'est les félins, mais c'est aussi d'autres animaux mystérieux. Donc, donc il y a des félins mystérieux authentiques qui sont des vrais félins, notamment en Angleterre, mais il y en a aussi une population en France et en Allemagne. Et si des gens voient, et aux États-Unis aussi, si des gens voient des félins mystérieux authentiques, c'est un moment merveilleux ou effrayant, peu importe, mais il n'y a pas de conséquences après. Si les gens voient une entité qui se fait passer pour un félin mystérieux, là il y aura des conséquences parce que les entités vont s'accrocher à la personne, essayer de détruire la personne. C'est comme, c'est comme les dogmen, par exemple. Il y a des dogmen qui sont des animaux inconnus. Si c'est des animaux inconnus authentiques que voit le témoin de dogmen, il ne se passe rien. Mais si c'est des dogmen qui sont des entités sans âme qui se font passer pour des dogmen, l'entité va s'accrocher à la personne et tenter de détruire la personne. J'ai parlé à des personnes qui ont été témoins de faits, d'apparitions, d'entités, d'animaux mystérieux et qui ont eu des conséquences, qui ont eu les mêmes conséquences que beaucoup de contactés, des problèmes de santé, des problèmes de destruction de la famille, des problèmes de perte de travail et tout ça. Et ça, c'est pas anodin. Et des phénomènes paranormaux aussi qui accompagnent les apparitions de ces entités. Ça, c'est parce que certains animaux mystérieux sont des entités non humaines qui se font passer pour des animaux mystérieux et ensuite elles s'accrochent à la personne parce que ce sont des entités parasites et elles utilisent nos croyances pour s'accrocher pour s'accrocher à nous. En fait, la croyance dans les entités, nos croyances créent un lien qui attire l'entité. Et c'est très subtil parce qu'il y a des animaux mystérieux authentiques. Ça, c'est clair, c'est net et c'est précis. Il y a des preuves matérielles, des traces d'ADN et tout ça, des enquêtes qui ont été faites. Et les animaux mystérieux authentiques ne font pas de mal, alors que les entités sans âme qui se font passer pour des animaux mystérieux détruisent. Et c'est pareil pour les apparitions religieuses. Il y a des apparitions religieuses authentiques dans le sens où des êtres de lumière, de la vraie lumière, prennent des aspects de personnages religieux pour communiquer un message aux gens. Dans ce cas-là, le message, il est très clair, très net et très précis. C'est comme cette personne qui était atteinte d'un cancer de l'estomac et du VIH. C'était l'opération de la dernière chance où il allait se faire retirer l'estomac. Le Christ est apparu à la personne et lui a dit, tu vas vivre. Et la personne a vécu et est encore vivante à l'heure actuelle. Donc là, en l'occurrence, ça peut être ou un aspect du moi supérieur de l'âme de la personne qui prend la forme du Christ pour transmettre le message à la personne qui est très clair, ou bien ça peut être un vrai être de lumière qui apparaît. Mais beaucoup d'apparitions religieuses, c'est des entités sans âme qui se font passer pour des personnages religieux. Et là aussi, c'est pareil, le message sera en général beaucoup plus flou et ces entités vont détruire le voyant. Ça a été le cas, par exemple, de Bernadette Soubirous, ça a été le cas aussi de Thérèse de Lisieux, qui avait vécu des apparitions de la Vierge Marie, il faut le savoir, et elles ont été littéralement détruites par les entités, comme 2 des 3 bergers de Fatima et tout ça. Et après, Lucia avait été utilisée par ces entités et le Vatican pour pousser finalement le concept du faux sauveur externe et tout ça parce qu'on en est toujours là. Il y a cette espèce de jeu des entités avec les croyances. Et un être de la vraie lumière donne un message clair, précis, qui aide la personne dans l'ici et maintenant.
un être qui imite les êtres de la vraie lumière, il donne un message qui est extrêmement flou, ça tourne autour du pot. C'est un message qui va faire référence à des catastrophes pour créer la peur, et en même temps, ça va faire référence à un faux sauveur externe, mais c'est très imprécis, le temps est très imprécis, et tout ça, ou parfois des dates très précises sont données, mais ça joue sur les deux tableaux. C'est un message, et c'est un message, de toute manière, qui fera appel au programme du faux sauveur externe, et la personne qui a vécu l'apparition a toutes les chances d'être détruite, ou plutôt les malchances, parce que c'est vraiment une malchance d'être détruite par l'apparition, puisqu'en fait, ce n'est pas un personnage religieux, c'est une entité non humaine qui se fait passer pour un personnage religieux. Et c'est pareil, les entités non humaines peuvent imiter des guides spirituels, des maîtres ascensionnés. Et c'est le cas de beaucoup de channeling. Il y a du oui. Je voulais te poser une question, c'est par rapport aux entités qui se matérialisent. Donc, j'ai pu observer qu'avec les chercheurs de vérité, il y a un immense... non, on ne comprend pas, on a du mal à comprendre, on a du mal à imaginer que les entités puissent être physiques. Or, ce que j'ai compris, il n'y a pas longtemps, c'est que c'est vrai que ces entités peuvent se matérialiser, même elles peuvent avoir une forme humaine. Oui, elles prennent forme humaine, elles peuvent se matérialiser dans notre réalité, parce que ce sont des entités Mais pourquoi, physiques. Pourquoi on a du mal à comprendre cela? Ça, c'est parce qu'il y a tout le mouvement New Age qui les présente comme des entités éthériques, et comme des entités éthériques et tout ça, alors que ce sont des êtres physiques qui peuvent se matérialiser, se manifester sur le plan physique, mais aussi sur le plan astral. Et il y a un tabou de dire que ce sont des êtres physiques parce que ça remet en question tout le New Age et tout ça. Et quand quelqu'un dit que c'est des êtres physiques, ça montre que c'est des entités qui ne partent pas comme ça. Et il y a tout un commerce qui est remis en question, commerce tenu par les entités sans âme, de faux désenvoûtements, de faux exorcismes et tout ça. Non pas que les désenvoûteurs et les exorcistes soient malhonnêtes, mais parce qu'ils pensent que les entités ne sont pas physiques, donc il suffit de dire quelques prières et tout ça pour qu'elles partent et tout. Or, c'est pas comme ça. Le désenvoûtement et l'exorcisme marchent, mais il faut vraiment que le désenvoûteur et l'exorciste arrivent à donner de l'amour à la personne qu'ils désenvoûtent ou qu'ils exorcisent pour que la personne vibre au-delà des entités non humaines pour qu'elle ne puisse plus l'atteindre. Ensuite, il faut tout un suivi pour que la personne reste dans un état de vibration haute. Et après, tout un travail sur soi pour que les entités ne reviennent pas. De tous les jours. Et malheureusement, et ça c'est tenu par les sociétés secrètes et les entités non humaines, il y a tout un commerce de produits miracles et tout ça pour banaliser tout ça. Comment tu es arrivé à cette conclusion? Parce que il n'y a pas longtemps que j'ai compris ça. La conclusion que les entités sont physiques, c'est logique. Quand des personnes sont abductées, elles disparaissent. Il y a des abductés qui ne reviennent pas. Quand un abducté revient, ses proches le cherchent pendant son abduction. Oui. Il n'est pas là. Des personnes qui sont abductées, des radios montrent des implants. C'est le cas de Lisa O'Hara, par exemple. Le docteur Lair a même retiré des implants qui cachaient très certainement des nanotechnologies. Beaucoup de gens ont des cicatrices. Beaucoup de gens, suite à des abductions, ont des cicatrices. Il y a des phénomènes de missing time. Il y a des témoins, par exemple, qui vont voir les abductions. Il y a le cas de Linda Cortil, donc, qui a été étudié par Bud Hopkins à la fin des années 80, où il y a une trentaine de témoins
qui ont vu cette femme abductée en plein New York. Donc c'est vraiment un cas très intéressant, très complexe, très complet, avec aussi l'intervention de services de renseignement, avec un aspect MyLabs et avec la présence d'entités non humaines, mais ça montre bien que ce sont des phénomènes physiques. Le travail de Paul Hayden sur les disparitions mystérieuses, ça montre, et quand on étudie en détail son travail, on se rend compte que c'est connecté en grande partie aux abductions. Ça montre bien que c'est des phénomènes physiques. Il y a le cas des épouilles aussi. Le cas des épouilles, par exemple, quand ils ont eu leur abduction en 1961, il y a un radar d'une base militaire qui a aperçu un ovni. Donc, c'est vraiment quelque chose de physique. Et les abductés sont enlevés physiquement, dans la plupart des cas, dans cette réalité, et sont amenés ou dans d'autres dimensions, ou dans des dimensions synthétiques, ou dans des bases souterraines, mais ce sont des phénomènes qui sont totalement physiques. Et aussi parce que la technologie augmente, que ce soit la technologie ou même Internet, intelligence artificielle et tout ça, ça fait que ces choses-là il y a plus, c'est-à-dire qu'on pense qu'il y a moins, mais il y a plus d'une façon ou d'une autre. Oui, il y a de plus en plus d'entités. Il y a de plus en plus d'entités parce que déjà, il y a de plus en plus de portes qui sont créées par des rituels à grande échelle dont je ne parlerai pas ici, mais vous savez ce dont je parle. Ensuite, ces rituels sont perpétrés par Internet. Quand on regarde ces rituels en boucle sur YouTube et tout ça, notamment un événement qui s'est passé donc en 2001, qui est un énorme rituel, le rituel se perpétue. Donc forcément, ça va ouvrir des portes dimensionnelles. C'est pareil pour un événement 2020 qui est un énorme rituel, et par Internet, le rituel est perpétré. Donc il y a cette composante, donc il y a de plus en plus d'entités, de portes qui s'ouvrent. Et c'est très intéressant ce que tu disais, oui. Puis il y a des témoins qui voient des phénomènes de shape-shifting où des humains vont se transformer en entités non humaines. Donc, une partie des phénomènes de shape-shifting s'explique par de la possession. Et l'entité, sous certaines conditions qu'il possède, peut apparaître dans cette réalité. Mais ça s'explique aussi par le fait qu'il y a des entités qui sont parmi nous et qui modifient leur apparence pour s'immiscer dans la société. Tu penses qu'il... Et Madame X, dans son témoignage où elle s'est retrouvée très probablement dans une timeline qui avait déjà fusionné avec les interunivers, les entités, le phénomène de shape-shifting était courant et personne n'en tenait compte. C'était les entités qui marchaient littéralement parmi nous. Et puis après, il y a le phénomène des hybrides. Ça, c'est une réalité bien physique, voir le travail du docteur David Jacobs. Et pour le récit de Madame X, vous le trouverez dans notre livre Les marionnettistes derrière le rideau, qui se trouve sur notre site au-delà de l'illusion.fr ou à la librairie du bonheur. Et pour continuer, c'est super intéressant. Comment tu expliques qu'il y a de plus en plus d'entités et qu'on a tendance à penser qu'il y a de moins en moins? Est-ce qu'elles se cachent? Non, en fait, oui et non. Alors, parce que à la fois les entités camouflent leur présence et à la fois elles se font de plus en plus voir et à la fois plus discrètes, mais à la fois elles se font de plus en plus voir. Elles jouent sur les deux plans parce que de toute façon elles veulent s'immiscer parmi nous et elles se font voir, mais elles modifient leur apparence. Par exemple, 90% des channels pensent être en contact avec des êtres de lumière, alors qu'ils sont en contact avec des entités non humaines
qui se font passer pour des êtres de lumière. Ou bien des intelligences artificielles aussi. Oui. Il y a des deux. Et est-ce que les intelligences artificielles jouent à travers nos pensées ou bien c'est autre chose? Non, elles peuvent se matérialiser aussi physiquement dans notre réalité. Selon la chercheuse Lily Kolosova, les Blue Avians sont des formes d'intelligence artificielle. On a déjà parlé de Slenderman qui serait lié aux intelligences artificielles et Slenderman apparaît physiquement dans notre réalité. Et le monde des intelligences artificielles, c'est un monde qui existe physiquement, même si les lois de la physique sont différentes de cette réalité, qu'on crée à chaque fois qu'on va sur Internet et tout ça. D'où l'importance d'utiliser Internet avec discernement pour uniquement rechercher de l'information, transmettre de l'information ou parler à quelqu'un qui habite loin et tout ça. Parce que chaque fois qu'on utilise les réseaux sociaux et tout ça, on nourrit ces mondes des intelligences artificielles qui sont aussi utilisés par les entités non humaines pour nous manipuler. Donc les channels, l'écrasante majorité sont sincères, mais la plupart des channels sont manipulés par des entités non humaines qui se font passer pour des êtres de lumière, des maîtres ascensionnés et tout ça. Donc les entités vont se camoufler et très souvent les discours des channels vont mêler des vérités et aussi toute une propagande en faveur du faux sauveur externe. Et là c'est pareil, si un channel est en contact avec des entités de la fausse lumière, il va être détruit à petit feu. Il va perdre en premier lieu tout son argent, puis sa famille, puis sa santé, et être parfois détruit au point même de mourir littéralement des actions de l'entité, d'être vampirisé de son énergie vitale, ou bien il va finir par être totalement possédé. Et c'est pareil pour beaucoup de médiums et tout ça qui pensent être en contact avec des décédés. Certains le sont, mais d'autres sont en contact avec des entités non humaines. Et lors des contacts, les entités non humaines peuvent se montrer sous leur vrai aspect lors d'abduction ou prendre des aspects de soi-disant frères de l'espace et tout lors de contacts de type Adamski, de type Billy Mayer, contact avec les Pléiadiens, contact avec la Confédération galactique et tout. La plupart des contactés sont sincères dans le sens où ils ont des contacts physiques avec des entités non humaines, mais dans l'écrasante majorité des cas, ils sont manipulés par les entités non humaines qui ne sont pas ce qu'elles disent être, qui sont des entités sans âme qui se font passer pour des entités d'apparence humaine, qui se font passer pour des Pléiadiens, les entités ou pour d'autres. Et c'est très vrai avec la Confédération galactique. Énormément de manipulation de la part de ces entités non humaines. Donc, quelque part, les entités se font très discrètes parce que c'est tabou dans le milieu de la recherche de parler d'entités, ou bien c'est tabou d'en parler en tant qu'entité physique, mais capable de se manifester dans l'astral et dans l'éthérique et de s'inclure dans la réalité. Ça aussi, c'est un grand tabou. Et à la fois, elles se montrent de plus en plus, mais elles se font passer pour des êtres de lumière, pour des membres de la Confédération galactique, qui est en fait la confédération des entités sans âme. Donc, en gros, elles se font passer pour des faux sauveurs externes. Comment faire pour vraiment discerner? Parce que, comme tu dis, la pire des choses, c'est faire l'autruche, c'est ignorer l'information. Comment faire dans toute cette soupe pour discerner finalement? C'est déjà s'informer, avoir le courage de s'informer. Mais les gens ne veulent pas savoir parce que le problème, c'est que tout ce qui ne parle pas du faux sauveur externe, la plupart des gens n'aiment pas. Ça n'intéresse pas. Pourquoi? Parce qu'il y a tout est fait pour pousser les gens vers le faux sauveur externe. Déjà,
les médias, le mainstream, mais aussi l'alternative, que ce soit la politique alternative, le mouvement New Age, tout est fait pour pousser vers le faux sauveur externe. En plus, donc, il y a ce programme du faux sauveur externe qui est en nous, qui est dans notre ADN, qui est lié aux modifications génétiques des entités non humaines. Et c'est le cas de tous. Donc, il y a cette programmation qui fait qu'il y a une tendance à fuir l'information qui ne parle pas de faux sauveurs externes. Et puis, il y a les pensées intrusives qui vont dire « Ah non, cette information n'est pas bonne, c'est pessimiste et tout ça », de l'éviter. Moi, ça m'arrive souvent d'éviter une information. Il y a des pensées qui disent d'éviter l'information. Puis après, je me rends compte que les pensées ne sont pas les miennes et je vais vers l'information. Et l'information, c'est vraiment la meilleure des informations. C'est comme même avec Madame X, au début, on avait vraiment presque peur de la rencontrer parce que ça paraissait incroyable. Et puis on avait en plus des blocages pour la rencontrer. De fil en aiguille, on s'est dit son témoignage peut être très important et c'était un témoignage vraiment très important, vraiment hors du commun, un des témoignages les plus importants qu'on a eu. Et c'est souvent le cas quand on doit avoir la bonne information. Il y a des empêchements, beaucoup d'empêchements viennent directement des égrégores et du programme du faux sauveur externe. Puis après, il y a les entités sans âme qui vont imiter nos pensées, manipuler la réalité, tout ça, pour qu'on n'ait pas accès à cette information. Donc c'est pour cela qu'il faut être conscient de ça. Quand on est conscient de ça, l'impact est beaucoup moins grand. Et puis après, c'est du discernement dans l'information qu'on reçoit. Et la bonne information, c'est celle qui résonne avec nous. Si l'information ne résonne pas avec nous, c'est la laisser. Mais encore, quand quelque chose résonne, il faut que ça soit avec nous. Il ne faut pas que ça soit avec les pensées intrusives qui sont liées aux entités sans âme, parce qu'elles peuvent même imiter le phénomène de résonance. D'où l'importance de vraiment se connaître soi-même. Et ça passe par se faire un travail d'introspection pour savoir distinguer ce qui vient de nous et ce qui vient de l'extérieur. Il y a des méthodes comme écouter tous les soirs avant de s'endormir le flux de pensée et on se rend compte que la plupart ne viennent pas de nous. Il y a d'autres méthodes aussi, alors ça paraît comique, mais c'est pas comique, c'est une personne, par exemple, qui nous a dit qu'il a essayé de se focaliser, qu'il essaye tous les matins de se focaliser pendant 5 minutes sur se laver les dents. Ça paraît vraiment bête, mais c'est pas bête du tout parce que quand on se lave les dents ou n'importe quoi, il y a tellement de pensées qui viennent dans notre esprit et la plupart sont des pensées qui sont ou issues d'égrégores ou des pensées intrusives. Et quand on se focalise sur quelque chose, on a tendance à avoir plus de pensées qui viennent de nous. Donc ça nous permet de connaître les pensées. Et d'apprécier les choses. Et beaucoup de personnes dans la religion chrétienne vont faire le chapelet et tout ça. En fait, c'est pour se focaliser sur quelque chose. De même dans la religion musulmane, beaucoup de gens vont jouer avec des espèces de colliers, tout ça. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Et après, bon, il y a toute la fausse lumière, l'égrégore religieux derrière tout ça. Mais le principe, c'est ça. C'est pour se focaliser sur quelque chose, pour focaliser l'attention sur quelque chose pour faire en fait le vide des pensées c'est peut-être le principe de la prière au début. C'était au début le principe de la prière. C'était de faire le vide, justement de se focaliser sur quelque chose, sur des mantras, sur des choses comme ça. Et après, ça a été totalement dévoyé. Mais le principe, c'était ça. Donc c'est déjà se connaître soi-même pour ne pas être interféré par les entités non humaines. Ensuite, c'est se créer son propre bonheur dans le quotidien pour élever notre vibration. Et le bonheur, ça passe par des choses simples, ça passe par même
faire une promenade dans la forêt. Si on a la chance d'avoir un jardin, s'il fait beau, aller dans le jardin, prendre le soleil, voir les plantes et tout ça. Ça passe par prendre un café avec un ami et tout ça. C'est des petites choses simples pour que on soit dans un état de bonheur, pour justement créer une réalité qui vibre au-delà des entités sans âme. Parce que nous, on est des êtres créateurs et on a une connexion divine, donc on peut élever notre vibration au-delà des entités sans âme et créer une réalité qui vibre au-delà des entités sans âme, parce qu'elles ne peuvent pas aller au-delà d'un certain seuil, parce qu'elles n'ont pas de connexion divine, mais nous, on peut aller quasiment à l'infini. Donc ça, c'est cette capacité créatrice et cette connexion divine qu'on a et que n'ont pas les entités, et on peut utiliser ça pour vibrer au-delà des entités. Comme ça, elles interfèrent moins sur nous. Et ensuite, de fil en aiguille, transmettre ce bonheur aux autres pour qu'on crée individuellement et collectivement une réalité qui vibre au-delà des entités sans âme. Et en fait, ce qu'il faut, c'est éviter que nos capacités créatrices soient court-circuitées. Sinon, on crée un canevas de réalité compatible avec la manipulation des entités sans âme. Donc, si on vibre au-delà des entités sans âme, on crée une réalité humaine qui, au-delà d'un certain seuil de vibration, est incompatible avec les entités non humaines. Et tout est fait pour qu'on s'oublie, c'est-à-dire qu'on oublie un petit plaisir, un plaisir simple, parce que on pense à tout à l'heure actuelle, on pense au travail, on pense à plein de choses en même temps, et on ne pense pas à des choses simples et à un petit plaisir. Et c'est ça qui fait la différence finalement. Oui, parce qu'on s'oublie. On s'oublie soi-même. Tout est fait pour s'oublier. Et c'est aussi bien comprendre que tout est fait pour nous tirer vers le bas. Donc c'est vraiment s'informer pour bien comprendre que tout ce qu'on nous montre dans le cirque de l'actualité, de la politique, c'est une pièce de théâtre pour qu'on puisse se détacher de la pièce de théâtre. Alors c'est pas être indifférent, c'est se détacher, ne pas se laisser tirer vers le bas, parce que c'est pour court-circuiter nos capacités créatrices. Donc voilà, pour dire que ça passe par la conscience, la joie, le bonheur et l'amour, et l'utilisation de nos pouvoirs créateurs et la conscience et la connaissance de soi. Donc, merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouveau podcast. Merci beaucoup. Au revoir. Merci de nous soutenir. Merci de votre soutien. Au revoir. À bientôt. Au revoir.